Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du Sporting Portugal, le club de Lisbonne et quelque part l'éternel ennemi du Benfica. Ces dernières années, le Sporting a oscillé avec le strict minimum, à savoir entre la 3e et la 4e place, sauf en 2016, au prix d'un duel d'exception avec, justement, les Aigles du Benfica. Entre guerre intestine et scénarios incroyables qui ne laissent rien à envier à un certain club du sud de la France, dont nous tairons le nom, nous allons donc essayer de comprendre pourquoi et comment le Sporting en est arrivé là, à savoir être aux portes d'un premier titre depuis 19 ans, grâce aux lumières, sans aucun jeu de mots en rapport avec le stade du Benfica, de l'inénarrable Nico Villas. Salut Nico. Hola Viva, ça va? Ça va très bien, un grand plaisir de t'avoir une nouvelle fois avec nous. Donc Pareil. aujourd'hui, focus sur le Sporting du Portugal qui, il y a encore quelques heures, a joué un match particulièrement important où ils ont clairement sauvé une partie de leur capitale. Ce club a aujourd'hui beaucoup d'avance. Ça fait, comme je le soulignais, plus de 19 ans qu'aucun titre n'était tombé dans l'escarcelle du club. Alors aujourd'hui déjà, de manière dans les grandes lignes, on va dire, comment est-ce que le Sporting a su, on va dire, quelque part se reconstruire et arriver peut-être à cette année avec un sacre au bout du sprint final qui a déjà démarré? C'est vrai que de façon structurelle, le Sporting a vécu des phases de crise qui ont été très intenses, avec notamment l'un des points les plus chauds, on va dire, et les plus tendus et les plus violents, a été l'attaque au centre d'entraînement par certains supporters du Sporting. Voilà, c'était il y a 3 ans maintenant. Ça laissait beaucoup de séquelles et finalement, ça traduisait une situation qui était très tendue. Le Sporting n'a pas remporté le championnat du Portugal depuis 2002, donc c'est vrai que ça paraît une éternité. Depuis, ces deux rivaux, et le Benfica et Porto, se partagent les titres de champion du Portugal. Le Sporting, oui, a conquis certaines coupes, mais il y a toujours cette grande attente par rapport au championnat. Cette crise structurelle, elle s'est aussi manifestée justement d'un point de vue interne. Il y a eu beaucoup de changements de présidence, il y a eu des présidents destitués, Bruno de Carvalho notamment qui avait été élu, qui était un président très engagé, avec des rapports parfois très tendus avec les médias, avec les autres présidents également. En bref, il y avait une situation assez malsaine finalement autour de ce club, mais qui finalement d'un certain côté était pas mal à l'image de ce que peut être le football portugais dans ses excès. Il y a un vrai côté malsain ces dernières années dans le football portugais, pour pas dire un côté violent et vicieux parfois aussi. Et alors c'est vrai que le Sporting, avec son nouveau président Varandas, est allé chercher Ruben Amorim du côté de Braga il y a 1 an. Alors un entraîneur qui a coûté 10 millions d'euros, qui n'avait même pas les diplômes à l'époque pour entraîner à ce niveau-là, ce qui est quand même assez dingue, et qui a quand même coûté 10 millions d'euros. Donc Ruben Amorim, 3e entraîneur le plus cher de l'histoire derrière Villas-Boas et derrière Brendan Rodgers, est en train de mener le Sporting vers un titre de champion qui lui échappe depuis 2002. En fait, il y a une vraie hype aujourd'hui au Portugal autour de Ruben Amorim, parce qu'il est jeune, parce qu'il a déjà remporté des coupes, parce qu'il va ramener un titre au Sporting, parce qu'il a coûté très cher, mais aussi parce que finalement il arrive à mener le Sporting là où personne n'arrivait à le faire depuis quasiment 20 piges, avec un budget largement en dessous de Porto et le Benfica, et avec une façon d'être qui est totalement différente. Ruben Amorim, il a 36 ans, il démarre sa carrière d'entraîneur, il a un discours qui est frais, il apporte finalement un petit vent de nouveauté et de fraîcheur dans le football portugais. Il y a un recrutement intelligent qui a été fait, il arrive à valoriser la formation. Il y a pas mal de choses aujourd'hui qui expliquent ça. Et d'ailleurs, dans ce climat un petit peu irrationnel qu'on est en train de vivre en ce moment sur la planète, et pas que la planète foot, il y a même certaines langues, mais pas forcément négatives ou des langues de vipères, pour pas dire des langues de pute, qui disent que si le Sporting en est là aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de public dans les stades. Ça peut paraître bizarre, mais il y avait une vraie tension entre certains groupes de supporters du Sporting et la direction actuelle du club, pour plein de raisons, pour des raisons sportives, pour des raisons économiques. Ils n'étaient pas d'accord avec certains choix, la mainmise de certains agents, enfin bref. Varandas était en froid avec pas mal de supporters, il a pris des décisions aussi drastiques, notamment en ce qui les concerne. Et il y avait une vraie tension dans les tribunes, et certains disent que finalement, peut-être que s'il y avait eu du public dans les stades, le Sporting n'aurait pas eu autant de sérénité pour faire les matchs qu'ils ont fait. Et certains disent même aussi que peut-être que sur certains matchs, le Benfica et le FC Porto a ressenti le manque de son public qui le pousse très, très souvent dans des moments qui sont compliqués. Il y a cet argument parfois qui est avancé.
il y a un argument beaucoup plus objectif, on va dire, c'est le calendrier. C'est-à-dire que le Sporting a été sorti dans les tours préliminaires d'Europa League. Ils ont un calendrier plus léger que Porto et Benfica, ça joue beaucoup. Sergio Conceição, on en a beaucoup parlé. Jorge Jesus, l'entraîneur du Benfica, l'a dit également. Même Ruben Amorim l'a admis. Il a dit, c'est vrai que finalement, nous, on a été sorti plutôt des compétitions internationales. Et peut-être que ça joue là aussi. Mais voilà, faut surtout dire bravo à ce que fait Ruben Amorim aujourd'hui, bravo aux joueurs qu'il a également à disposition et la façon dont il les fait jouer et la façon dont il arrive à les mettre en valeur également. D'accord, très clair. Donc, en effet, il y a peut-être un alignement des astres qui offrirait au Sporting Portugal le titre à la fin de l'année. Néanmoins, comme tu l'as dit, hein, et le fait de bien travailler, d'être quelque part pragmatique, le bon recrutement, etc., font que la dernière ligne droite pourrait leur sourire. Alors, on sait que souvent, dans le championnat portugais, il se passe toujours beaucoup de choses où certains clubs qui ont un petit peu d'avance perdent cette avance qui s'effrite et au final perdent le titre, notamment dans les récentes saisons. Aujourd'hui, on est d'accord qu'on n'a jamais vu un club avec autant d'avance à ce stade de la compétition, c'est ça ? Alors en fait, c'est jamais arrivé qu'un club qui ait cette avance-là à ce stade de la compétition ne soit pas champion à la fin de la saison. Et là, tu me tends une perche. C'est vrai que pour en revenir au travail que fait Ruben Amorim avec le Sporting, ils ont alors 10 points d'avance sur le FC Porto. Mais aujourd'hui, le dauphin, peut-être ce soir, le dauphin du Sporting sera Braga, parce que Braga, en cas de victoire face au National à Madère, peut passer devant le FC Porto au classement. C'est vrai que finalement, en fait, c'est assez dingue ce qui est en train de se produire, parce que tu vas peut-être te retrouver avec le Sporting champion et Braga deuxième à la fin de la saison. Même s'il reste encore beaucoup de championnats, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Mais en fait, tu me tends une perche par rapport à quoi ? Par rapport justement à cette avance au championnat et par rapport aux statistiques. Ce que fait Ruben Amorim est assez dingue, c'est-à-dire que le Sporting est invaincu cette saison en championnat. Si jamais ils ne perdent pas face à Santa Clara le prochain match du championnat, en fait, ce sera un record dans l'histoire du club de ne pas avoir perdu les 22 premières journées du championnat. Là, je crois qu'il a égalé le record de Malcolm Allison, qui est un entraîneur anglais en 81-82 au Sporting, avec ses 21 journées d'invincibilité. Enfin, c'est dingue. Il a la meilleure défense du championnat. Mais quand je te dis meilleure défense du championnat, ils ont encaissé 10 buts en 21 matchs. Oui. Porto en a pris 2 fois plus, par exemple. Oui. Et pourtant, Porto était l'exemple de la rigueur défensive ces dernières saisons au Portugal. Je crois que c'est plus de 60% de clean sheet depuis le début de la saison, le Sporting. En fait, ça qui est très intéressant, c'est qu'ils ont le meilleur buteur du championnat, qui en plus n'est pas en forme, qui est Pedro Gonçalves, qui est un tout jeune joueur qu'ils sont allés recruter à Famalicão l'été dernier, qui a fait le centre de formation de Braga. Il est parti très jeune à Valence, il a fait Wolverhampton. Après, il s'est finalement révélé à Famalicão. Et aujourd'hui, il est en train d'exploser au Sporting, mais ils ont aussi des joueurs derrière qui cartonnent au niveau défensif. Ils ont Adam, vous savez, l'ancien gardien du Real qui était toujours remplaçant. Il fait la saison de sa life à tel point qu'il a fait une interview cette semaine en disant « J'espère que Enrique pensera à moi pour l'Euro avec l'Espagne ». Et le pire, c'est que quand tu le vois jouer et tu te dis « Putain, ce mec pourrait peut-être même vraiment être doublure ou triplure, entre guillemets, de la sélection espagnole ». T'as Coates derrière, qui est le capitaine de cette équipe, l'international uruguayen passé par Liverpool. Fedal, qui est en Espagne, un international marocain que peu connaissaient, qui était au Betis, qui fait une saison dingue. Et puis après, avec cette défense à 3, tu avais Luis Neto et puis des jeunes du club, Gonçalo Inacio qui a pris la place de Neto. Finalement, tu as ce mélange de joueurs d'expérience, de revanchards et de jeunes joueurs formés au club qui cartonnent aujourd'hui au Sporting. D'accord. Alors, tu as devancé ma question, parce que j'allais te demander le top 3 des joueurs, mais tu en as cité plus que ça, donc c'est parfait. Mais justement, en ce sens, avec ce carton plein, d'ailleurs, à toutes les lignes, est-ce que cet été, on risque pas… Attends, je te coupe, mais sans vouloir rentrer dans le top 3, je t'ai cité Adan, je t'ai cité Coates, je t'ai cité Fedal, je t'ai cité Gonçalo Inacio, mais je pourrais te citer pour moi un joueur qui… Je pense que Fernando Santos le convoquera lors de la prochaine liste et ce serait sa première en équipe nationale. C'est João Pelling, qui est un milieu de terrain défensif, qui est le meilleur tacleur du championnat, le meilleur récupérateur du Sporting, du Sporting, le meilleur récupérateur également, qui est un merveilleux joueur. Et moi, je mettrais bien une petite piécette. Je pense que ce gars-là se retrouvera dans un gros club dans les prochains mois ou les prochaines années. Mais c'est un vrai joueur hyper intéressant, ce milieu de terrain. Ils ont le petit Matteo Nunes également, qui est un numéro 8, qui est même plus titulaire, qui est intéressant. Ils se sont fait prêter João Mario, qui a été formé au Sporting par l'Inter, qui est pas mal également. Ils ont Pedro Gonçalves, qui est le meilleur buteur. Ils ont Nuno Santos. Ils ont deux latéraux, mais 2 jeunes joueurs, mais fantastiques. Nuno Mendes, 18 ans. Lui, s'il ne signe pas au Real, à Liverpool ou quoi que ce soit dans les prochaines années, je me rase la tête. De toute façon, je m'en fous, je vais perdre mes cheveux. Ils ont à droite Pedro Porro, qui est un international espoir espagnol, qui est prêté par City avec une option d'achat,
Ils vont lever l'option d'achat très certainement l'été prochain, 8,5 millions d'euros. Même pour un club comme le Sporting, c'est beaucoup d'argent. C'est cadeau, c'est un bête de joueur. Cet hiver, ils ont recruté Paulinho, qui était le meilleur buteur de Braga, qui est international portugais. Enfin, ils ont Thiago Thomas devant. Il y a plein de super bons joueurs dans cette équipe. D'accord, donc bon. Restons de plus d'imaginer que potentiellement, ce qu'on a déjà vu quelques rumeurs, par exemple Pedro Gonçalves, il y aurait les sirènes de Liverpool, Thiago Thomas, les sirènes d'Arsenal, et j'en passe et des meilleurs. Après, les rumeurs de transfert, on sait ce que c'est, mais en tout cas, il peut y avoir une appétence, notamment du côté de l'Angleterre. Est-ce que tu penses que face à cet inévitable départ, en tout cas de quelques joueurs, aujourd'hui, le Sporting peut se défendre ou par rapport au monde actuel du football / le monde économique, c'est forcément des joueurs qui vont partir et ils n'auront pas cette seconde saison tous ensemble en Ligue des Champions pour continuer de cimenter ce joli collectif. En fait, il y a deux choses qui vont être très importantes pour le Sporting s'ils sont sacrés champions, mais même s'ils finissent deuxième, ils seront qualifiés en Ligue des Champions la saison prochaine, qui n'est pas une compétition finalement dont ils ont réellement l'habitude ces dernières saisons. C'est un club qui a surtout joué l'Europa League, avec d'ailleurs plus ou moins de succès à ce niveau-là. Mais c'est vrai que la Champions, forcément, ça va être un cran au-dessus. Mais cette question-là, elle se pose pour le Sporting, mais elle se pose tous les ans, et j'ai envie de te dire même tous les mercatos, donc 2 fois par an, pour tous les clubs portugais. C'est-à-dire que et ça, là, je te sors le benchmarking de l'UEFA qui est fait tous les ans sur les clubs européens. Le championnat portugais et le championnat d'Europe qui dépend le plus en termes de revenus du marché des transferts. En moyenne, 70% des revenus des clubs portugais proviennent du marché des transferts. C'est-à-dire que les droits télé ne suffisent pas, je ne te parle même pas du marketing et du merchandising, c'est-à-dire que tout dépend du transfert. Et ça, quelque part, c'est assumé, c'est une fatalité, parce que la Liga portugaise est une Liga intermédiaire, et parce que le moyen que les clubs ont, et que ce soit les plus gros comme les plus petits, mais surtout les plus gros, de pouvoir éventuellement concurrencer les clubs au niveau européen, c'est de vendre leurs meilleurs actifs. C'est-à-dire que les clubs portugais aujourd'hui, quand ils vont recruter un joueur, ils ont parfaitement conscience que si le joueur cartonne, ok, c'est bien, ça leur amènera des résultats sportifs, mais ça amènera aussi des résultats économiques. Si tu veux, c'est une appréhension qui est totalement décomplexée au Portugal par rapport à ça. Ils ont conscience, et c'est le cas du Sporting, d'autant plus avec la formation qui est la sienne. Le Sporting, c'est quand même le club qui a enfanté plusieurs ballons d'or au Portugal. Je pense à Figo et Cristiano Ronaldo, sans parler des Nani, mais beaucoup d'autres joueurs qui ont été formés au Sporting. Et ils ont parfaitement conscience de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même d'ailleurs, alors que la TPO est interdite, que la crise du Covid est passée par là, qu'il y a moins de moyens financiers pour recruter des joueurs à grand prix, la formation est devenue d'autant plus importante au Portugal. Mais au Portugal, quand on pense formation, on pense aussi déjà revente. Et le Sporting, ce sera très certainement le cas. Même si le président l'a déjà dit et répété, et c'est ce que dit souvent le président du Benfica et celui du FC Porto, l'objectif c'est de valoriser des actifs, mais essayer de les maintenir le plus longtemps possible, en fait de trouver le bon équilibre entre l'offre et la demande, et de le vendre au bon timing finalement le joueur. En effet, tout à fait. Et justement, dernière question, est-ce que tu te mouillerais concernant un possible top 3 final dans cette Liga NOS? Et on rappelle d'ailleurs que cette Liga NOS peut être suivie avec des commentateurs de choc sur RMC Sport. À ton avis, est-ce que tu mettrais une pièce sur un trio gagnant, un tiercé gagnant en fin de saison? Franchement, c'est dur, mais alors, je vois mal comment. Enfin, je vois mal, non, mais j'ose imaginer que le Sporting ira au bout. Et moi, j'ai envie de te dire même, d'ailleurs, je l'espère, parce que c'est vrai que le foot portugais manque cruellement de pluralité, notamment ces dernières saisons. Ça s'est joué à 2. Alors après, d'une façon globale, le championnat portugais se joue à 3 avec le Sporting dedans. Moi, je veux de la pluralité, et c'est pour ça qu'à la limite, moi, mon kiff absolu, justement j'allais dire souci de pluralité, ce serait que Braga il le cherchait le titre. Ce serait un truc immense. Mais là déjà, ça fait 19 ans que le Sporting attend qu'il soit champion, ce serait déjà énorme. Imagine que Braga soit deuxième, ce serait d'autant plus énorme. Après, quand tu réfléchis en tant que supporter du football portugais, tu te dis, le ranking UEFA est important. Est-ce que Braga et le Sporting seront les clubs les mieux armés pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine? Alors, c'est pas les plus habitués de cette compétition. Alors, tu sais quoi? J'ai envie de dire oui et non. J'ai finalement la réponse en parlant, parce que je me dis que Benfica, ces dernières saisons en Champions, ça n'a pas été trop ça. Et puis finalement, la Champions League, c'est tellement une compétition qui est donnée, et je dis bien donnée, aux clubs du Big Four,
que j'ai envie de te dire, après tout, ça ne me dérangerait pas de voir d'autres clubs portugais briller en Europa League et pourquoi pas encore se taper 3 clubs portugais en demi, comme ça a été le cas en 2011 de ces 3. Mais je ne saurais pas te dire aujourd'hui, mais Porto, ils sont quand même vachement vexés, notamment après le 0-0 qu'ils ont fait contre le Sporting le week-end dernier. C'est-à-dire qu'ils ont fait plutôt un bon match, ils ont eu les plus belles occasions, ils étaient très remontés à l'issue de la rencontre. Conceição, le connaissant, il y a déjà des articles qui sortent dans la presse là-dessus. Il est en train de piquer ses joueurs pour aller même chercher le titre. Lui, il veut réaliser un truc qui n'a jamais été fait dans l'histoire du football portugais. Il va y avoir, je crois qu'il y a un Porto-Braga en championnat d'ici la fin de saison, si je ne dis pas de conneries. Je sais qu'ils jouent en coupe. En championnat, je ne suis pas sûr. Ils jouent la demi-finale retour de coupe. Franchement, ça va être tendu quand même. Et le Benfica, la situation est tendue aussi. Il y a même, d'ailleurs, ça part un peu en sucette. Il y a des trucs, il y a pas mal de vandalisme autour du club en ce moment, des menaces de mort à l'encontre du président. Jesus est dans la tourmente. Franchement, ça va être sexy cette fin de saison au Portugal. Là. Ça va être bon à vivre. Justement, c'est ce que j'allais dire. Ça va être particulièrement excitant. Et nul doute que cette espèce de quatuor va faire vibrer tous les supporters du foot en général et surtout ceux du foot portugais. Écoute, Nico, une fois de plus, c'était très clair, très concis, très précis. Merci beaucoup pour ton temps. Et la Vista te dit à très vite. Ciao, ciao. Hasta la vista. Exactement.